Il était une fois, dans le magnifique village d'Okara, réputé pour sa vaste gamme d'herbes médicinales, une célibataire de 32 ans nommée Inès. Dans sa prime jeunesse, alors que la tradition exigeait qu'elle se marie, elle avait eu plusieurs prétendants, mais aucun n'avait su captiver son intérêt. Malgré sa beauté, les hommes ne cherchaient pas à approfondir leur relation après leur première rencontre avec elle, car ils se sentaient intimidés par son intelligence. Le défunt père de Inès, Anselme, était un érudit qui avait parcouru le monde en quête de savoir. À chacun de ses retours, il rapportait des livres anciens pour sa fille et lui racontait des histoires sur les pays qu'il avait visités. Lorsque la mère d'Inès décéda, Anselme prit une retraite anticipée pour s'occuper de sa fille. Dans l'intimité de leur modeste demeure, il l'instruisait sur de nombreux sujets comme la langue française et bien d'autres disciplines. « Inès, il y a tant à découvrir au-delà de notre village », lui disait-il à la fin de leur conversation. Lorsqu'Anselme s'éteignit, Inès eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Anselme n'était pas seulement son père, il était son mentor, son guide et son confident le plus proche. Outre les souvenirs qu'ils partageaient, il ne lui restait que ses livres, dans lesquels elle se plongeait quotidiennement. À l'âge où elle devait se marier, des hommes commencèrent à la courtiser. Bien qu'elle fût très belle, ils découvrirent rapidement que Inès était intelligente et curieuse du monde. Lorsqu'ils discutaient avec elle, ils se sentaient souvent nerveux ou insuffisants. Puis, ils perdaient l'intérêt, la trouvant trop savante et indépendante. « Inès, tu es si belle », disaient beaucoup d'entre eux en l'admirant. « Merci », répondait-elle poliment, avant d'essayer d'aborder un sujet intéressant. « As-tu déjà remarqué comment les branches des arbres ressemblent à nos poumons ?» Les hommes semblaient souvent perplexes. « Non, pas vraiment », répondait l'un d'eux. « Oui, » poursuivait-elle avec enthousiasme, « c'est fascinant de voir à quel point la nature reflète notre corps, ne trouves-tu pas ?» Mais les prétendants se tortillaient, mal à l'aise, ne sachant quoi répondre. Ils étaient habitués aux femmes qui parlaient de tâches domestiques, pas de science ou de nature. Inès souriait gentiment, mais au fond d'elle, elle savait qu'un mariage avec ces hommes était hors de question. Elles n'avaient rien en commun avec leur mère, dont on attendait qu'elles en sachent peu et restent soumises. En prenant de l'âge, Inès accepta son destin de rester célibataire et décida de consacrer ses journées à éduquer la jeune génération avec tout ce qu'elle savait. La plupart des mères empêchaient leurs filles d'assister à ses cours. « Tu veux rester célibataire comme elle ? Elle t'apprendra des sottises inutiles, » disait-elle. Les hommes acquiesçaient, « Nous avons besoin de femmes qui savent tenir une maison, pas discuter de livres ou de terres lointaines. » Mais Inès se moquait de leurs propos, car elle était satisfaite de sa vie. Un jour ensoleillé, alors que Inès était dans sa salle de classe, elle remarqua une agitation inhabituelle à l'extérieur. Les villageois passaient en grands groupes. Elle tenta d'ignorer le bruit, mais plus elle essayait, plus les groupes devenaient bruyants et fréquents. La curiosité l'emporta. Elle sortit, ferma la porte de sa classe et demanda à quelqu'un ce qui se passait. « N'as-tu pas entendu ? Des visiteurs sont arrivés d'une terre lointaine pour chercher nos herbes, » répondit une femme. D'ordinaire, Inès n'aurait pas été intéressée, mais les mots terre lointaine éveillèrent sa curiosité. « Où sont-ils ? » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Les villageois lui indiquèrent qu'ils étaient au palais, et sans hésiter, Inès se dirigea rapidement vers celui-ci. Lorsqu'elle arriva, elle se fraya un chemin à travers la foule pour mieux voir. Quand elle aperçut enfin les visiteurs, son cœur s'emballa. Ils venaient effectivement d'un pays lointain, différent de tous les visiteurs qu'elle avait vus auparavant. Ce n'étaient pas les habituels voisins des communautés proches, ni les hommes blancs venus des années plus tôt pour prêcher la religion. Ces visiteurs avaient une police éclair, des yeux en amande qui leur donnaient un air exotique, fascinant les villageois. Leurs cheveux, noirs et raides, étaient soigneusement coiffés, et ils se tenaient avec une dignité et un respect tranquille qui impressionnent. Leurs vêtements, simples mais élégants, étaient également inhabituels et intrigants. Ces visiteurs venaient de Corée, en Asie, à la recherche d'herbes uniques que l'on ne trouvait que dans la partie du Nigeria, précisément à Okara. Inès observa le roi accueillir officiellement les visiteurs et demander aux villageois de les faire se sentir chez eux. Il les présenta par leur nom, et certains villageois rirent doucement, mais pas Inès. Elle avait lu des informations sur ce peuple dans les livres de son père et connaissait leurs coutumes en matière de noms.
Elle décida qu'elle rencontrerait les visiteurs le lendemain après-midi pour se présenter et offrir son aide afin que leur séjour de 7 mois à Okara soit fructueux. Le lendemain matin, Inès se réveilla avec une excitation particulière. Ce jour lui rappelait les moments où son père revenait de ses longs voyages et partageait avec enthousiasme ses connaissances. Elle décida d'aller dans la forêt pour cueillir des herbes afin de démontrer son savoir aux visiteurs. Toute la nuit, elle avait répété des phrases en coréen que son père lui avait apprises. Elle rit en repensant à l'effervescence de sa soirée. Inès s'enfonça dans la forêt et commença à ramasser des herbes aussi vite qu'elle le pouvait. Une fois sa tâche terminée, elle prit le chemin du retour, mais soudain, elle remarqua un homme de l'autre côté de la forêt. Bien qu'il ne la vît pas, elle le reconnut immédiatement. C'était l'un des visiteurs coréens que le roi avait présenté. Si sa mémoire était bonne, il s'agissait du chef du groupe, et son nom était Tran. Il semblait absorbé par son travail, prenant des notes et examinant des herbes. Inès se cacha rapidement derrière un arbre, l'observant. Elle voulait l'approcher pour offrir son aide, mais alors qu'elle rassemble son courage, une timidité inattendue l'envahit. Elle prit plusieurs grandes inspirations pour se donner du courage, mais en vain. Elle décida alors de quitter la forêt et de s'en tenir à son plan de leur rendre visite plus tard. Peut-être était-elle intimidée parce qu'elle ne s'attendait pas à le voir là. Mais au moment de partir, son pied se prit dans une liane rampante, et elle tomba à plat, poussant un cri énorme. Le bruit alerta Tran, qui abandonna ses herbes et se précipita dans sa direction. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il en l'aidant à se relever. Inès, inhabituellement gênée, le fixa, cherchant comment offrir son aide. « Français ?» demanda Tran, interrompant ses pensées. Soudain, elle se sentit agacée. Pourquoi lui parlait-il en monosyllabes ? Elle se redressa et répondit « Bien sûr que je parle français. » Il s'excusa rapidement en remarquant son irritation. « Pardon, je ne voulais pas vous offenser. J'ai appris le français il y a seulement 3 ans. » Inès s'en voulut d'avoir été si dure avec lui. Elle s'excusa à son tour, et il lui sourit, assurant qu'il n'était pas offensé. Immédiatement, elle se présenta et proposa d'aider son équipe durant leur séjour au village. « Je suis enseignante et très polyvalente, y compris en médecine avec les plantes. Je suis sûre de pouvoir vous aider à cueillir des feuilles, les broyer en poudre fine, ou quoi que ce soit d'autre. » Tran sourit en l'écoutant. « Vous êtes très expressive quand vous parlez. Vous utilisez vos mains, vos yeux, tout. C'est merveilleux à voir. Ce sera un plaisir de travailler avec vous, » dit-il. Inès était ravie. Ils discutèrent encore un peu, et elle se présenta plus formellement, tout comme lui. Puis, elle se rappela les herbes qu'elle avait cueillies pour lui montrer, à lui et à son groupe. Elles étaient éparpillées par terre à cause de sa chute. Elle se baissa pour les ramasser, et Tran, comprenant ce qu'elle faisait, l'aida. En ramassant les herbes, il s'arrêta sur une herbe jaune. « J'ai cherché celle-ci toute la matinée. Saviez-vous que lorsqu'on la mélange avec une feuille amère, c'est le remède parfait pour les maux d'estomac ?» dit-il avec enthousiasme. Inès partagea son excitation, heureuse de déjà apporter de la valeur, mais elle ne put s'empêcher de partager son avis sur l'herbe jaune. « C'est un excellent mélange, mais je vous assure que ce n'est pas aussi puissant que la feuille de Hinaka. Elle guérit la douleur de telle manière que vous oubliez l'avoir eue, dit-elle. » Tran fronça légèrement les sourcils, secouant la tête. « Je ne pense pas. J'étudie l'herbe jaune depuis des années, et c'est en partie pour ça que je suis venue ici. Elle guérit de nombreuses maladies. » Les yeux de Inès se plissèrent. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Tran, j'ai vécu dans ce village toute ma vie, et je connais nos herbes. La feuille de Hinaka a des propriétés qui surpassent l'herbe jaune. » L'expression de Tran se fit plus sérieuse. « Avec tout le respect que je vous dois, Inès, j'ai consacré ma vie à l'étude des herbes. Les bienfaits de l'herbe jaune sont prouvés scientifiquement. » « La science ne sait pas tout, » rétorqua Inès, haussant la voix. « Certaines choses sont connues par la tradition et l'expérience. Vous ne pouvez pas rejeter cela juste parce que vous ne l'avez pas lu dans un livre. » La mâchoire de Tran se crispa. « Je ne rejette pas vos traditions, mais vous devez comprendre que l'herbe jaune a été testée et son efficacité documentée.
Ils restèrent là, visiblement contrariés l'un par l'autre, aucun ne voulant céder. Eh bien, je viens de me souvenir que les enfants que j'enseigne ont un examen à venir, donc je ne pourrai pas aider votre équipe, car je serai très occupée, dit Inès en ramassant son panier et en s'éloignant. Tran resta immobile, sans s'excuser. Il refusait de laisser quelqu'un, même polyvalent, lui dire quoi que ce soit sur un sujet auquel il avait consacré sa vie. Une semaine passa, et Tran commença à s'installer dans le village. On le voyait souvent travailler avec diligence dans un grand hangar sous les manguiers, mis à disposition par le roi. Certaines femmes du village s'entichaient de lui et de ses collègues, tandis que d'autres restaient fidèles aux hommes locaux. Inès passait parfois par là en allant à sa classe, et leurs regards se croisaient souvent avant qu'elle ne détourne rapidement les yeux, marmonnant pour elle-même « Je ne veux pas marcher avec un homme qui n'est pas prêt à apprendre ». Un jour, lors d'une forte pluie à Okara, Inès était en retard pour sa classe. Lorsqu'elle arriva enfin, elle vit Tran interagir avec les enfants, qui étaient ravis de sa présence. « Bonjour », le salua-t-elle poliment. « Je crois que vous êtes dans la mauvaise salle. » Tran sourit et répondit « Je suis venu vous chercher, Inès. Vous m'aviez dit que vous étiez enseignante, ce n'était pas difficile de vous trouver. » Il poursuivit « J'ai réfléchi. Ce n'est pas grave de ne pas être d'accord. Je suis désolé si j'ai paru borné. Je suppose que j'étais frustrée qu'un sujet auquel j'ai consacré ma vie semble être remis en question. » Inès ressentit sa frustration et répondit « Ce n'est pas faux, l'herbe jaune est puissante, mais il y a quelque chose de plus puissant. Voyez cela comme un cadeau et explorez ce qu'il peut offrir. Je m'excuse aussi, j'aurais pu être plus aimable. » Ils rirent tous les deux, dissipant la tension. Tran lui demanda alors « Voudriez-vous explorer la feuille de Hinaka ensemble ?» Inès accepta immédiatement, car chaque fois qu'elle passait devant son atelier, elle rêvait secrètement d'y travailler avec l'équipe. Elle en avait enfin l'occasion. Inès commença à travailler avec l'équipe, explorant de nouvelles herbes. Elle se rapprocha de Tran, qui s'assurait qu'elle se sente importante dans l'équipe. Ses opinions comptaient toujours, et leurs conversations devinrent plus personnelles. Ils partageaient des histoires et des rêves au-delà de la médecine par les plantes et échangeaient souvent de la nourriture. Ils s'émerveillaient des similitudes entre le kimchi coréen et le ugba d'Okara, tous deux des plats de légumes fermentés. Parfois, ils s'installaient sous un arbre pour manger des frites de jollof ou du bibinka, des plats à base de riz. Ils s'apprenaient aussi des mots de leur langue respective et riaient lorsqu'ils se trompaient de prononciation. Un jour, dans l'atelier, une visiteuse inattendue arriva, c'était Aurélie, la princesse d'Okara. Tran alla l'accueillir, et après une discussion, il la présenta à l'équipe. « Voici la princesse Aurélie, elle travaillera avec nous désormais. » Tout le monde l'accueillit, et le travail reprit comme d'habitude. Inès ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à Aurélie. Elle ne l'avait jamais vue auparavant, car la princesse passait la plupart de son temps à l'intérieur, entourée de ses servantes. De nombreux prétendants de terres lointaines avaient cherché à l'épouser, et Inès comprit pourquoi. Aurélie était d'une beauté saisissante. Plus tard dans la journée, Tran rejoignit Inès pour une de leurs discussions habituelles, mais à peine s'était-il installé qu'Aurélie les interrompit. « Tran, pourriez-vous me montrer les herbes que vous avez préparées pour les douleurs articulaires ?» demanda-t-elle. Il s'excusa et suivit la princesse. Inès se sentit déçue. Ses conversations avec Tran étaient devenues le moment fort de ses journées, mais elle se consola en pensant « Nous parlerons demain, et bien d'autres jours encore. » Cependant, les jours suivants, Aurélie monopolisa de plus en plus l'attention de Tran, allant jusqu'à lui apporter des repas du palais. Tran faisait de son mieux pour voler des moments avec Inès, parfois en attendant le soir pour la raccompagner chez elle. Un jour, Inès attendit Tran pour qu'il la raccompagne, comme à son habitude, mais il ne vint pas. En rentrant seule, elle songea à leur conversation et se demanda si Aurélie était avec lui. Elle finit par admettre ses sentiments pour lui, mais elle savait que cela n'avait pas d'importance. Il n'avait pas montré d'intérêt amoureux, et son séjour au village était temporaire. Le lendemain matin, en sortant pour aller à sa classe, elle trouva Tran assis dehors, l'attendant. Inès rougit en le voyant. « Je suis désolée de vous avoir fait attendre hier », s'excusa-t-il. Inès hocha la tête. « Était-ce Aurélie ? Elle semble beaucoup apprécier votre compagnie », lança-t-elle.
Tran sourit doucement. Ce n'était pas Aurélie, c'était Isidore, le chef du village. Il est venu me remercier pour les herbes apaisantes, et nous nous sommes perdus dans la conversation. Et vous, vous remarquez tout, sauf à quel point j'aime votre compagnie. Inès le regarda timidement. N'as-tu pas remarqué à quel point je t'aime ? Demanda-t-il. Inès le fixa fermement cette fois. Je suis une femme adulte, je ne fais pas d'hypothèses. Tran savait qu'elle avait raison. Il avait attendu le moment parfait pour lui dire qu'il l'aimait depuis leur rencontre dans la forêt, mais il craignait de l'effrayer. Je t'aime vraiment, Inès, et j'aimerais te courtiser, dit-il. Inès rit et répondit, eh bien, il faudra me donner un peu de temps pour y réfléchir. Les jours passèrent, et Tran attendit patiemment la réponse d'Inès. Elle finit par accepter de le laisser la courtiser, son cœur étant convaincu qu'il était l'homme qu'il lui fallait. Avec le temps, la nouvelle de leur relation se répandit rapidement. Par jalousie, Aurélie cessa de venir à l'atelier, car son intérêt amoureux préférait clairement une autre. Les villageois, eux, colportaient des ragots sur le nouveau couple. Profitez en tant que ça dure, il quittera bientôt le village, et elle retournera à ses gros livres, disaient certaines femmes jalouses. Inès et Tran restaient indifférents aux murmures. Ils étaient fascinés l'un par l'autre, et c'était tout ce qui comptait. À mesure que leur relation se renforçait, Tran sut qu'il voulait passer le reste de sa vie avec Inès. Il lui demanda si elle envisagerait de l'épouser. Nous pouvons découvrir le monde ensemble et créer de merveilleux souvenirs, ajouta-t-il à sa proposition. Mais Inès fronça légèrement les sourcils. Elle savait que leur relation devenait sérieuse et menait probablement au mariage, mais elle était réticente à quitter son foyer. Ses parents étaient enterrés là, les enfants qu'elle enseignait, sa culture, toute sa vie était à Okara. Tran vit son expression et retira ses mots. Où nous pourrions établir notre maison ici, à Okara, l'herboriste et l'enseignante, plaisanta-t-il. Il ne pouvait se permettre de la perdre, et si cela signifiait rester à Okara, il le ferait. Inès objecta, lui demandant de ne pas sacrifier sa vie pour elle, mais il était déterminé à passer le reste de ses jours avec elle. Je pourrai toujours voyager et revenir vers toi si besoin, dit-il, et cela sembla un meilleur compromis pour Inès. Elle l'enlaça en signe d'accord. Les préparatifs du mariage commencèrent rapidement. La célibataire que personne ne pensait voir se marier avait enfin trouvé son âme sœur. Certaines femmes se moquaient de Tran pour avoir refusé des prétendantes plus jeunes, mais pour lui, personne n'était aussi beau qu'Inès. Cependant, parmi tous les villageois, personne n'était plus en colère qu'Aurélie. Tran était le premier homme qu'elle avait délibérément courtisé, et il avait choisi une célibataire plutôt qu'elle. Furieuse et jalouse, elle savait exactement quoi faire pour le blesser de l'avoir rejeté. À 2 jours de la cérémonie de mariage entre Tran et Inès, le crieur public parcourut le village pour annoncer une nouvelle information du palais. Le roi a décrété que, pour préserver notre culture, désormais, tout habitant de Okara ne pourra épouser qu'un autre habitant de Okara pour une période donnée. Tout manquement à cette règle entraînera le bannissement. Aurélie était satisfaite. Elle avait raconté la situation à son père, le roi, et lui avait demandé d'émettre ce décret. Le roi aimait tant sa fille qu'il accepta suffisamment longtemps pour frustrer Tran et provoquer son départ. Si Aurélie ne pouvait avoir Tran, personne d'autre à Okara ne l'aurait. Inès et Tran furent dévastés par la nouvelle. Ils durent éviter de se tenir trop près l'un de l'autre pour éviter des problèmes avec le roi, mais une chose était certaine, leur relation était terminée. Leurs cœurs se serraient lorsqu'ils se croisaient. Tran voulait demander à Inès de partir avec lui, mais il savait combien elle aimait Okara. Inès, de son côté, passait son temps à lire les livres de son père, essayant de chasser sa douleur. Un jour, en nettoyant la collection de son père, elle tomba sur une carte. Elle sourit chaleureusement en se remémorant les mots préférés de son père. « Inès, il y a tant à voir dans ce monde, » disait-il, traçant du doigt la carte du Nigeria jusqu'à la partie est. « Mais vois-tu, ma chère, où que j'aille, mon cœur sera toujours ici, à cause de toi et de ta mère. » Elle sursauta à cette révélation. Elle avait entendu ces mots à maintes reprises, mais ils prenaient enfin tout leur sens. Elle réalisa que son cœur était avec Tran, et où qu'il aille, ce serait son foyer. Inès courut à l'atelier de Tran et l'entraîna dehors pour parler. « Je partirai avec toi, Tran, dit-elle. »
Tran prit ses mains dans les siennes, un mélange de joie et de tristesse dans les yeux. « Es-tu sûre ? C'est ton foyer, ta vie, dit-il. Elle hocha la tête. Ils se rendirent directement au palais pour annoncer leur décision. Aurélie et 2 autres chefs étaient assis dans la cour du roi, discutant avec lui, lorsqu'ils arrivèrent. Aurélie leva les yeux au ciel avec dégoût en les voyant se tenir la main. Tran s'adressa au roi, le remerciant pour son hospitalité, puis annonça leur décision. Cela mit visiblement la princesse en colère. « Mon père, allez-vous les laisser défier vos ordres ? Le bannissement ne suffit pas. Cet homme et son groupe ne devraient pas être autorisés à partir avec nos herbes, dit-elle. Le roi hocha la tête en signe d'approbation à la demande de sa fille. Inès se tourna vers Tran, essayant de retirer ses mains des siennes, car elle savait que les herbes étaient l'œuvre de sa vie, et qu'il ne sacrifierait pas une vie avec elles pour elle. Mais elle se trompait. Tran la tenait fermement et assura au roi qu'il ne partirait avec aucune herbe, déterminé à épouser Inès. Inès ressentit une vague de fierté et d'amour pour Tran. Elle était encore plus convaincue qu'il était l'homme de sa vie. Ils quittèrent le palais, car rien ne pouvait plus être dit contre eux. Une fois dehors, elle lui dit « Nous recommencerons ensemble, Tran. Nous trouverons de nouvelles herbes et poursuivrons ton travail ensemble. Nous pouvons tout surmonter. » Tran hocha la tête. Il n'avait aucun doute dans son cœur, ni ne pensait qu'il faisait une erreur. 2 jours plus tard, Inès, Tran et son équipe étaient prêts à quitter le village. Les habitants s'étaient rassemblés pour les regarder partir, ainsi que les élèves d'Inès. Elle leur fit ses adieux, mais une élève, Adèle, la seule fille de sa classe, l'enlaça plus fort, refusant presque de la lâcher. « Je serai enseignante comme vous un jour, » dit Adèle à Inès. Le cœur d'Inès se réchauffa. Elle était heureuse que son temps au village ait compté. « Adèle, tu seras une enseignante formidable, » répondit-elle. Finalement, elle monta à bord du bateau avec Julien. Alors qu'ils s'éloignaient de Okara, un membre de l'équipe s'approcha d'eux. « Nous avons trouvé plusieurs sacs d'herbes avec lesquels nous travaillions au fond du bateau. » Inès et Tran coururent voir. Ils examinèrent soigneusement les herbes et trouvèrent une lettre. Elle venait du roi. Dans la lettre, il remerciait Tran pour ses concoctions à base d'herbes et s'excusait pour ce qui s'était passé, expliquant qu'il y avait des situations hors de son contrôle. Il mentionna également que le chef Isidore avait plaidé en faveur de Tran pour le remercier encore pour les herbes apaisantes. Quant à Inès, notre belle-fille de Okara, dans 1 an, je lèverai le bannissement et annulerai la loi. Vous serez toujours la bienvenue ici. Que Dieu bénisse votre union. Le roi savait que sa fille était une enfant gâtée, mais il ne voulait pas la blesser, alors il avait pris une décision temporaire pour la satisfaire. Inès et Tran s'enlacèrent, ravis d'avoir choisi l'un l'autre. Ainsi, le cœur plein d'espoir et d'amour, ils partirent construire une nouvelle vie ensemble, sachant que, où qu'ils aillent, ils étaient chez eux. J'espère que cette histoire vous rappelle qu'il ne faut pas se contenter de moins que ce que l'on désire, que ce soit dans les relations, la carrière ou les décisions de vie en général. Quoi que ce soit, je prie pour que le Seigneur exauce vos désirs selon sa volonté. Merci d'avoir écouté cette histoire aujourd'hui. Elle est assez différente, mais j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez appris, et si vous l'avez aimée, partagez-la avec vos proches. À la prochaine fois, au revoir.